Et je me suis promis que quand il y aurait autre chose, plus jamais je croirais ce qu'ils disent et que j'irai chercher moi, plus jamais je croirais ce qui s'est dit aux infos, mais que j'irai chercher moi mes propres informations. Donc en fait j'ai commencé mes enquêtes au moment du H1N1 parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Donc j'ai commencé à aller regarder sur le net d'abord et puis après j'ai trouvé des trucs un peu bizarres. Donc je suis tombée sur une dépêche d'une agence russe qui disait que Baxter avait envoyé 80 kilos de vaccins dans ses filiales du monde entier, qui étaient prêts à être fabriqués. C'est-à-dire normalement les gens prenaient la souche et fabriquaient les vaccins tout ça, sans plus de contrôle. Et en fait il y a un mec en Ukraine qui lui a dit tiens je vais quand même les tester sur mes hamsters, et tous ces hamsters sont morts. C'est-à-dire que si ce mec avait pas fait ça, on risquait tous d'avoir des graves problèmes parce que les vaccins n'étaient pas du tout, Alors évidemment, Baxter s'est défendu en disant oui, il y avait un problème de sécurité et tout. Quand on enquête un peu, on se rend compte que c'est absolument impossible. Les labos où ils font ça sont des labos où il y a 3 systèmes de sécurité, ça peut pas arriver, quoi. Et en même temps, je me suis rendu compte que le gouvernement américain avait fait passer une loi pour voter l'impunité des labos en cas d'effet secondaire, par exemple. Ça donne vachement confiance. C'est comme vous signez une décharge en arrivant chez votre garagiste, et pour dire que si jamais votre voiture vous tue en sortant, c'est lui il est pas concerné, quoi. Enfin tout était comme ça, c'était assez bizarre. Donc du coup je me suis mise à enquêter sur tous les vaccins. Mais je trouvais des trucs tellement terribles que j'allais demander à des experts que je trouvais qui avaient l'air d'être intègres ce qui se passait, quoi. Est-ce que je comprends bien, etc. Et ils m'ont dit oh, c'est bien pire que ce que tu crois. Et donc j'ai enquêté sur l'hépatite B par exemple. Je me suis rendu compte que l'hépatite B, il y avait 80 000 enfants sur des fauteuils roulants en France avec des scléroses en plaques dont on ne parlait pas. Et c'était des enfants qui avaient été vaccinés contre l'hépatite B. Donc j'ai demandé bêtement, mais pourquoi ils continuent les campagnes sur l'hépatite B s'il y a déjà 80 000 enfants sur des fauteuils roulants? Et là, je me suis entendu répondre, oui, mais des enfants qui sont sur un fauteuil roulant depuis tout petit pour lesquels qu'on va devoir indemniser pour toute leur vie, ça coûterait trop cher, donc il faut pas qu'ils reconnaissent que que le vaccin induit cette maladie, sinon les labos auraient trop cher à payer. Donc on continue à plomber d'autres enfants pour pas reconnaître et pour pas avoir un manque à gagner. Du nouveau, dans le délicat dossier de la vaccination contre l'hépatite B, la Cour de cassation vient de confirmer la décision de la Cour d'appel de Lyon qui reconnaissait un lien de cause à effet entre le vaccin et l'apparition de sclérose en plaques. Un espoir pour la présidente de l'association Réseau Vaccin Hépatite B à Sarralbe, Florence Grandon et Odile Barthélémy l'ont rencontrée. Armelle Jeanpère est soulagée et heureuse pour tous ceux qui, comme elle, vivent au jour le jour avec une maladie auto-immune. Enfin, une décision de justice définitive a débouté un laboratoire au profit d'une personne atteinte de sclérose en plaques, maladie développée quelques mois après avoir reçu le vaccin contre l'hépatite B. Mais c'est la première décision définitive qui condamne le laboratoire pour défectuosité de son produit, donc du vaccin contre l'hépatite B. C'est une victoire et il faut bien sûr encourager toutes les personnes qui ont encore des procédures en cours de ne pas baisser les bras parce que ce sont des procédures longues et difficiles. La décision est tombée le 9 juillet dernier et elle redonne de l'espoir à tous ceux qui ont engagé une action en justice. Ils sont plus de 500 en France. Mais Armelle Jeanpère voit plus loin. Elle aimerait que cette mauvaise expérience avec le vaccin contre l'hépatite B puisse servir de leçon aux autorités sanitaires. Et en ce moment, la grande campagne autour du futur vaccin contre la grippe A lui rappelle de mauvais souvenirs. Je pense qu'il faut tenir les conséquences de cette campagne médiatique massive de 94-98 et en tirer les leçons de ce qu'il ne faut pas faire en matière de santé publique dans une campagne de vaccination massive. C'est-à-dire on ne peut pas vacciner globalement comme un troupeau toute la population, c'est pas possible. Depuis le mois de juillet, 3 tribunaux ont rendu des décisions très positives pour les malades. Un motif d'espoir de plus pour tous les dossiers en cours. Et puis Sanofi Pasteur incriminé. Pour la première fois, la justice reconnaît le lien de cause à effet entre le vaccin de l'hépatite B et l'apparition de sclérose en plaques. Un espoir et une reconnaissance pour de nombreux malades. C'est ce que nous a confié tout à l'heure la responsable d'une association militante basée à Sarralbe. D'abord, j'ai regardé dans le temps, est-ce que c'était pareil avant?
Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait 60 ans qu'ils nous mènent en bateau pour... Il y avait eu la grippe aviaire avant, donc chaque fois qu'on voyait un oiseau se poser dans le jardin, on disait « Mon Dieu, je vais mourir ». En fait, on n'a jamais vu la grippe aviaire non plus. Avant, il y avait eu la grippe espagnole. Enfin, je veux dire, et quand on regarde tous les documents, on s'aperçoit que c'est du foutage de gueule. Et par exemple, Bill Gates qui a fait une campagne où on dit « Ouais, c'est un bienfaiteur de l'humanité, il est allé vacciner les petits Africains ». Mais maintenant, les enfants meurent d'un truc qui s'appelle la paralysie flasque aiguë. Et la paralysie flasque aiguë, c'est le virus vaccinal. C'est-à-dire que maintenant, ils ne meurent pas du virus sauvage, ils meurent du virus qui était contenu dans le vaccin. Parce qu'il était effaré. Et le souci des labos, c'était que surtout, ça ne sorte pas du symposium et qu'on puisse continuer à vendre les vaccins, mais pas du tout d'arrêter le fait que les enfants deviennent autistes, quoi. J'ai fait avant, alors comment j'en suis arrivée là, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. En fait, j'ai été dans la musique, j'ai écrit des chansons pendant des années, principalement aux États-Unis pour plein d'artistes très connus. Et j'étais comme tout le monde, je voyais bien qu'il y avait des scandales dans la santé et tout, mais bon, après je revenais en studio faire mes petites musiques et voilà. Et puis un jour, je me suis fait vacciner, j'ai fait vacciner des gens de ma famille contre l'hépatite B, parce que je suis rentrée en France et il y avait une énorme campagne sur l'hépatite B, et je me suis dit, moi je vais être une bonne mère et voilà, je vais faire ce qu'il faut. Et après, je me suis rendu compte que quand je suis revenue aux États-Unis, quelques temps après, je me suis rendu compte qu'il y avait des class action et que les gens se regroupaient et qu'il y avait des tas de problèmes avec ce vaccin. Et donc, effectivement, j'ai prié très fort que je sois pas la cause de maladies ou de choses terribles dans ma famille. Mais en tout cas, j'étais dans une colère noire parce que si on m'avait dit, moi, Basque et Bélier, que j'étais manipulée, j'aurais rigolé. En fait, j'étais comme tout le monde, extrêmement manipulée par ce que je voyais à la télé et que je prenais pour de l'info, alors que c'était de l'intox. Et je me suis juré ce jour-là, je me suis dit comment on peut être aussi bête. C'est-à-dire ils me disent quelque chose et je cours le faire. Et j'ai dit plus jamais je n'écouterai ce qu'ils disent et je me ferai ma propre idée avant de savoir ce que je dois faire ou pas. Donc quand il y a eu quand ils ont commencé leur campagne sur le H1N1, je suis allée regarder pour moi et ma famille ce qu'il fallait faire. Et là je suis tombée sur des trucs que j'aurais jamais imaginé que ça puisse exister, des conflits d'intérêts, des Baxter qui avait déposé le brevet du vaccin 1 an avant, enfin des trucs hallucinants, le fait qu'ils aient voté l'impunité des labos au cas où il y aurait des effets secondaires, enfin bref. Et donc voilà, j'ai commencé mon enquête comme ça, et après j'ai trouvé des trucs tellement horribles que je me suis dit mais est-ce que c'est uniquement avec ce vaccin? Je suis allée voir des experts qui me paraissaient honnêtes aux États-Unis et ici. Et puis après j'ai regardé si ça s'était passé comme ça avant dans l'histoire, si c'était que pour ce vaccin-là ou pour d'autres. Et plus je tirais le fil d'Ariane, et plus je trouvais des trucs monstrueux. Et donc voilà, donc j'ai décidé d'en faire un livre. Après je me suis intéressée à la nourriture et ainsi de suite. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Alors je viens de sortir un livre qui s'appelle La guerre secrète contre les peuples. En fait j'ai mis 3 ans à l'écrire parce que c'est très compliqué et que ce que j'ai découvert est tellement horrible qu'on a un peu de mal à croire que c'est vrai. D'ailleurs c'est John Edgar Hoover qui était le patron du FBI qui disait que l'individu est placé devant une conspiration tellement grande qu'il a du mal à admettre que ça existe. En fait, moi j'ai été élevée à la campagne, donc je regarde souvent le ciel, contrairement à beaucoup de gens maintenant qui regardent leur iPhone et leur tablette et le match de foot à la télé. Moi j'ai été élevée à regarder les étoiles, ce qui se passait là-haut, quoi. Et donc ça fait un bon moment que je me disais que ce qui se passait n'était pas normal, que ce qu'on voyait dans le ciel c'était pas le ciel d'avant, qu'il n'y a plus d'orages comme on les connaissait avant, où on comptait entre le tonnerre et l'éclair pour savoir si l'orage se rapprochait ou si l'orage s'éloignait. Ça n'existe plus, en tout cas dans la région parisienne. On a de temps en temps 2 coups de tonnerre, mais jamais des orages vraiment. Et donc je me posais beaucoup de questions et je suis tombée un jour dans mes recherches sur
Monsanto qui avait breveté des plantes qui résistaient à l'aluminium. Donc je me suis dit que pourquoi à l'aluminium? Enfin, il n'y a pas de raison de breveter des plantes résistantes à l'aluminium, sauf si on sait qu'on est en train d'en épandre. Et donc ça corroborait ce que je voyais dans plein d'écrits, à savoir que les gens qui faisaient analyser leurs terres dans plein de pays du monde trouvaient des taux d'aluminium absolument gigantesques, c'est-à-dire 63 000 fois plus élevés dans certains endroits, soi-disant purs de la planète, que la dose normale et admise par les normes de sécurité. Et donc j'ai vraiment commencé à enquêter sérieusement et il y a beaucoup de choses qui me sont revenues, c'est-à-dire que j'ai vécu une quinzaine d'années en Californie, j'allais souvent chez les Indiens Navajo et eux me disaient, ils regardaient le ciel et ils me disaient « They're spraying us like cockroaches », ils nous pulvérisent comme des cafards. Et je trouvais ça bizarre à l'époque, je me disais... je comprenais pas, j'étais pas au courant de tout ça, quoi. Et en fait, en recherchant, je me suis rendu compte là que c'est vrai, il y a des épandages sur nos têtes constants depuis au moins 50 ou 60 ans quand on retrouve les documents. Et donc, pour expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est, on nous dit que ce sont les avions de ligne qui laissent des traces dans le ciel. Il y a effectivement certains avions de ligne qui laissent certaines traces dans le ciel, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'un avion de ligne normal qui laisse une trace, au fur et à mesure que le nez de l'avion avance, la trace s'enlève, enfin disparaît derrière. Dans le phénomène de ce qu'on appelle chemtrails, c'est-à-dire chemical trails, les traces chimiques, on voit bien l'avion, on voit une trace qui est beaucoup plus longue que normale et qui ne disparaît pas au fur et à mesure que l'avion avance, mais qui se désintègre et qui touche les traces d'à côté. Parce qu'en fait, ce qui se passe maintenant, si vous regardez le ciel quand il fait beau, quand le ciel est bleu, au bout d'un certain temps, un jour, 2 jours, une demi-journée, le lendemain matin, vous voyez les avions arriver en escadrille, c'est-à-dire ils arrivent et ils quadrillent carrément le ciel à angle droit. Donc déjà, c'est pas normal, parce qu'on n'a jamais vu, enfin moi j'ai habité à Los Angeles justement, dans les collines où on voyait très bien l'aéroport, et les avions décollent tous dans le même sens et atterrissent tous dans le même sens. Ils se croisent pas, ils font pas du gymkhana au-dessus de nos têtes, quoi. Donc ça c'est déjà anormal. Et ces traînées dans s'agglomèrent entre elles et forment un couvercle. C'est ce qui fait qu'on ne voit plus le ciel avec les nuages qui arrivent, ce qui faisait dire à nos grands-parents « Tiens, il va y avoir orage » ou « Tiens, il va grêler » ou « Il va neiger ». Maintenant, on voit le ciel bleu, immédiatement après que les avions passent, on voit un couvercle au-dessus de nos têtes. Ça, c'est dû à des épandages chimiques. Et même s'ils disent que c'est pas vrai, c'est vrai. Il y a maintenant des preuves que moi, quand j'étais aux États-Unis et qu'on disait mais non, c'est pas vrai, ils sont fous ces Indiens, etc. Et plein d'autres endroits, Las Vegas, le Marineland, il y avait beaucoup d'endroits où les gens se plaignaient. On leur disait d'aller se faire interner parce qu'il se passait rien. En fait, si, parce qu'il y a eu des documents que j'ai retrouvés, qui sont des documents déclassifiés de l'armée américaine, qui ont été déclassifiés en 2004, à la demande de journalistes de l'AFP, et qui prouvent bien, les documents sont à la disposition des gens maintenant, et on voit bien qu'ils ont épandu au-dessus de Vegas, au-dessus de Corpus Christi, du Marineland, de plein d'autres endroits au-dessus des États-Unis. Alors, ils ont épandu du barium, du strontium, de l'aluminium. Il y a même à Corpus Christi, et je ne sais plus dans quel autre endroit, ils ont épandu des bactéries pour faire des essais pour la guerre du Golfe et pour voir quel est le pourcentage de gens qui allaient développer un cancer en dessous. C'est très intéressant. Donc on se dit que, enfin moi personnellement, je me dis que s'ils nous ont menti pendant 30 ans, j'ai pas l'impression qu'ils soient devenus plus honnêtes. Donc j'ai tendance à croire que ce que je vois, c'est la réalité. Ce que nous voyons est la réalité et pas ce qu'on nous dit dans les médias mainstream. Les traînées de condensation ne se forment qu'à moins 40 degrés avec plus de 70% d'humidité et les avions de ligne volent obligatoirement depuis 2002 ou 2004 au-dessus de 8000 mètres d'altitude. Donc si c'était des avions de ligne, on les verrait pas, sauf à habiter à côté d'un aéroport et voir les avions qui décollent ou atterrissent. Donc ce sont des mensonges purs et simples, comme le fait de... Enfin, je veux dire, moi j'ai pris l'avion pendant des années de ma vie, j'ai jamais vu d'avion qui revenait à l'aéroport parce qu'ils avaient oublié quelque chose. Donc quand on en voit qui arrivent au bout de l'horizon et qui repartent dans l'autre sens et qui quadrillent, ça ne peut pas être des avions de ligne.
En plus, depuis, il y a eu des tas de témoignages de gens qui sont mécaniciens, etc., sur les avions, qui ont expliqué comment les avions étaient, comment échanger les équipements des avions pour que les épandages puissent se faire de manière sans qu'il y ait beaucoup de gens qui soient au courant. Et aussi, il y a des écrits d'ailleurs qui datent de 1970 d'un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski et qui était l'éminence grise de tous les présidents américains, qui est toujours d'ailleurs le conseiller d'Obama et qui était le conseiller de tous les présidents démocrates et républicains, et qui disait déjà à l'époque qu'il y aurait des épandages comme ça et que le climat deviendrait l'arme absolue de l'Amérique. Aussi que enfin, Monsanto, dont je parlais tout à l'heure, c'est très bizarre, mais bon, en fait, la plupart des brevets, et il y en a des centaines et des centaines qui ont été déposés sur les épandages, on s'aperçoit qu'ils affinent vraiment la technique. C'est d'abord comment épandre, ensuite comment épandre pour que les épandages soient, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui soient au courant, et que ça puisse se faire de façon discrète. Ensuite, comment les épandages pouvaient se faire en suivant l'angle des ailes, pour que d'en bas on puisse les confondre avec les fumées des réacteurs. Enfin, et justement, ayant vécu aux États-Unis où par exemple, les Français, on a la particularité de déposer des brevets de trucs extraordinaires qui ne servent à rien, mais qui sont géniaux. Les Américains, c'est pas du tout ça. Quand ils inventent toujours le petit truc qui manque pour faire du fric et pour avoir du succès tout de suite. Donc je vois mal les Américains déposer des centaines et des centaines de brevets pour un truc qui n'a aucune application. Et en plus de ça, quand on regarde à qui appartiennent les brevets, on s'aperçoit qu'au bout d'un certain nombre d'années, tous les brevets sont récupérés par une ou deux sociétés qui sont proches de certaines personnes que tout le monde connaît et qui ont tous les brevets, c'est-à-dire ils ont les brevets sur les épandages, les brevets sur les systèmes de sécurité qui nous entourent, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et les témoignages, ce qui est quand même le plus fort, c'est que les gens qui disaient vivre ces épandages, on sait maintenant qu'ils n'avaient pas rêvé, que c'était vrai. Et que il y en a même un qui disait qu'il avait fait analyser à l'époque les épandages et il avait trouvé des cellules de sang humaines. Et ça paraissait tellement incroyable qu'on pensait que le mec, lui, était carrément fou. Et en fait, vous verrez par la suite avec ce que je vais vous raconter qu'il ne devait pas être si fou que ça. Et aussi, j'ai découvert un traité qui date de 1975 entre les États-Unis d'Amérique et le gouvernement canadien, qui commence par article 1, conscient que nous épandons des deux côtés de la frontière, et en clair que la frontière, quand on épand, ne respecte pas la frontière qui a été établie par les hommes, et donc ça peut aller des deux côtés de la frontière et faire double emploi. Donc je vois mal deux puissances comme les États-Unis et le Canada faire un traité pour un truc qui n'existe pas. Il y a aussi un traité de 2001 qui s'appelait Space Preservation Act 2001, qui mentionnait dans les armes exotiques, il y avait marqué chemtrails et aussi les armes tectoniques et les armes nanoparticules, etc. Ce traité a été immédiatement renvoyé par le Congrès. Il a disparu de la circulation et en 2002, quelques mois après, il y a eu le Space Preservation Act 2002 où il y avait c'était exactement le même traité, mais dans la liste des armes avaient disparu les chemtrails, les armes tectoniques, et donc ça aussi, quoi, ça interroge évidemment. On se demande effectivement pourquoi est-ce qu'ils épandent. Et là encore, quand on regarde les écrits de Zbigniew Brzezinski, qui lui n'est pas un monsieur qui fait de la science-fiction, hein, tout ce qu'il nous a dit jusque-là nous a été appliqué. C'est-à-dire, il a écrit aussi il y a 30 ans un bouquin qui s'appelait Le Grand Échiquier, et où il disait que en fait, donc dans 20-30 ans, c'est-à-dire maintenant, là, on serait dans une société du 20-80, c'est-à-dire 20% de la population suffirait à faire marcher le système et 80% ne servirait strictement à rien parce qu'avec la robotisation et tout, ils n'auraient aucune chance de trouver du travail, donc pas d'argent, donc pas intéressant puisqu'on pouvait rien leur vendre, donc à éradiquer.
Quand on voit où on en est maintenant, on a bien compris. Et donc il disait qu'il fallait nous appliquer une théorie qui était le tititainment, tits pour la poitrine, et entertainment, c'est-à-dire bercer les gens, la population, avec la désinformation. Il disait bien la nourriture physique et mentale, c'est-à-dire bercer les gens comme un enfant sur la poitrine de sa mère. C'est-à-dire en gros nous endormir et qu'on voit pas trop ce qui se passe jusqu'à ce qu'on disparaisse de la circulation. On voit bien qu'il n'a pas menti, puisque c'est exactement ce qui se passe, et que quand on nous promet le plein emploi et que tout le gouvernement est mobilisé pour le plein emploi, il se passe rien évidemment, puisqu'il n'y a plus de travail. Mais bon, apparemment c'était prévu, quoi. Donc, on est évidemment obligé de se poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que ces épandages ont lieu? Donc pendant 30 ans, au moins depuis que les gens s'en sont rendus compte, tous les gouvernements nient en bloc que ça existe. On nie en bloc que ça existe. Je parle pas de l'IPCC qui est le GIEC en France, qui eux nous disent non, ça n'existe pas. Maintenant, dans le rapport numéro 5, ils disent que ça existe, mais c'est un plan B au cas où le réchauffement climatique serait devenu terrible et qu'on ne pourrait pas survivre. En fait, ce qui est très drôle dans le rapport du GIEC, c'est que ça n'existe pas, mais au chapitre 7, je crois que c'est 7 ou 5, ils disent qu'il ne faut surtout pas arrêter parce que le réchauffement s'amplifierait. Donc, moi, dans ma petite tête imbécile, je me dis qu'un truc qu'il ne faut pas arrêter, c'est que ça a forcément commencé. Ou alors on parle pas la même langue, quoi. Donc voilà, c'est très bizarre. Puisqu'on parlait du réchauffement climatique, quand on enquête un petit peu dessus aussi, on se rend compte que c'est certainement pas nous, avec nos petites voitures diesel et les vaches qui pètent, qui provoquons le réchauffement. Parce qu'il suffit de regarder juste quelques chiffres, c'est-à-dire l'armée américaine, par exemple, toute seule et en routine, hein, pas pendant les exercices de guerre, etc., envoie 2,6 milliards de gallons de fuel dans l'atmosphère tous les ans. Et en gros, quand on compte tout ce qu'ils envoient selon toutes les techniques, les avions, etc., je crois que c'est de l'ordre de 56 milliards de gallons par an. Donc franchement, par rapport à nos petites voitures diesel qui polluent dans Paris, donc en fait, je ne suis pas la seule à le penser, hein, il y a des gens qui ont enquêté avant moi là-dessus aux États-Unis, beaucoup de savants qui ont bien compris que le réchauffement, c'était nouveau truc qu'on agite, c'est-à-dire en général quand ils veulent nous faire quelque chose, ils agitent d'abord la peur et après ils ont l'antidote. Et tout ça c'est pour engranger du pognon évidemment. Donc le réchauffement climatique, si réchauffement il y a, parce qu'il y a quand même 32 000 chercheurs qui ont signé un manifeste pour dire qu'ils n'étaient absolument pas d'accord avec ce qu'on nous disait sur le réchauffement climatique. Mais ça évidemment on n'en entend pas parler. Comme le Philippe Verdier de la météo d'Antenne 2 qui s'est fait virer dès qu'il a osé dire qu'il en avait marre de raconter des mensonges à l'antenne. Voilà le monde, la démocratie et la liberté de penser dans laquelle on vit. Alors c'est facilement explicable, hein, c'est qu'avant par exemple quand ils avaient un intérêt à implanter les OGM, on nous a dit la nature est mal faite, elle pourra jamais nourrir tous les individus qu'il y a sur la Terre. Ok, donc il faut des OGM. Avec le recul, on a tous vu que les OGM, ça avait créé le suicide des paysans en Inde, en Afrique, que même là où ils vivaient mal, mais ils vivaient de leur culture vivrière, ils mouraient pas de faim. Maintenant, ils crèvent de faim. Il n'y a jamais eu autant de gens qui mouraient de faim sur Terre. Donc c'était un énorme mensonge. Comme il était vanté, maintenant on nous dit plus d'ailleurs, si vous remarquez, que la planète ne peut plus nourrir ces individus. Maintenant on nous dit vous êtes trop nombreux à respirer, donc vous polluez, donc il va falloir faire quelque chose. Ok. D'ailleurs il y a Bill Gates qui a fait une superbe équation que je vous invite à aller regarder. Tapez Bill Gates vaccin CO2 et vous allez voir une vidéo où il dit face caméra que en fait, il y a une équation qui fait CO2 égale people pour les gens, plus service, plus le nombre de CO2. Et il dit textuellement,
face à la caméra qu'on est trop nombreux sur Terre, qu'un de ces nombres va devoir devenir proche de 0. Et évidemment, tous ces petits copains se marrent parce qu'ils ont tous compris que le numéro qui allait devenir proche de 0, c'était les gens et pas le CO2. Et donc en fait, il dit, même avec les nouveaux systèmes de santé et avec les vaccinations, on ne pourra pas descendre le nombre d'humains sur Terre de plus à 10 à 15%. Ça fait quand même réfléchir sur ce qu'ils font avec les vaccinations.